Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire live où on abordera la thématique de l'accélération des grandes opérations de maintenance. Comme prévu, nous allons démarrer dans 3 minutes pour vous faire patienter et rentrer brièvement dans le sujet. Je vais vous poser une question, je vais vous demander d'estimer les pertes d'exploitation liées à un jour d'arrêt de maintenance d'une tranche nucléaire de 1300 MW. C'est un sujet sur lequel on reviendra pendant la présentation et j'évoquerai la meilleure réponse. N'hésitez pas à poster vos réponses sur l'onglet qui se trouve sur votre droite. Si vous ne le voyez pas, il y a un bouton en haut à droite où vous pouvez le faire apparaître. Je vois que de nouveaux participants nous rejoignent. Merci encore à tous d'être présents. Nous allons démarrer dans 2 minutes. Ne soyez pas timide, postez vos réponses. C'est un exercice qui n'est pas évident en 2 minutes. Pour les personnes qui nous ont rejoints depuis 1 ou 2 minutes, j'ai posé une question en guise d'introduction. L'exercice consiste à estimer les pertes par jour d'exploitation d'une tranche de réacteur nucléaire de 1300 MW. Combien d'euros ça représente par jour? L'heure s'approche, nous allons démarrer dans 1 minute. N'hésitez pas à poster vos réponses. Je désignerai le vainqueur de cet exercice dans quelques minutes. Nous allons bientôt démarrer. Je vois que on est de plus en plus nombreux. Il nous reste moins d'1 minute. Il est 11 h, nous allons démarrer comme prévu. Merci encore à tous d'être présents et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire live où on abordera la thématique de l'accélération des grandes opérations de maintenance. Je suis Armin Morabi, manager chez ISE Partners depuis une dizaine d'années et j'ai l'honneur d'être en charge du secteur des infrastructures et j'ai pu acquérir une expertise en ce qui concerne l'optimisation des chantiers et en particulier les chantiers de maintenance. Je serai l'intervenant principal de ce webinaire et qui sera modéré par mon collègue Thomas Régnard, que je remercie. Le format du webinaire est un format 30 minutes plus 10 minutes. Il y aura une présentation pendant les 30 premières minutes où, dans un premier temps, on va parler de l'importance des délais d'opération de maintenance. Ensuite, on va revivre une aventure de projets réels dans le monde du nucléaire. Et nous allons parler des méthodologies, des résultats obtenus. Et on se garde 10 minutes à la fin de cette séance pour avoir une session de questions-réponses. Je vous invite à partager vos questions tout au long de la présentation. Je ferai des pauses régulières toutes les 10 minutes environ pour y répondre. Si vous voulez que je rentre dans le détail, dans plus de détails sur un sujet particulier, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas eu mon dernier message, l'onglet de chat s'affiche sur votre droite et si vous ne le voyez pas, vous avez un bouton en haut à droite où vous pouvez le faire afficher.
Donc, avant de rentrer dans le comment de l'accélération des opérations de maintenance, nous allons brièvement parler des enjeux, notamment économiques, de ces opérations de maintenance. J'ai posé une question en guise d'introduction il y a quelques minutes sur les enjeux financiers dans le secteur du nucléaire. Cet exemple est tiré du projet que nous allons revoir ensemble. Nous avons travaillé sur une tranche 1300 MW de la centrale de Cattenom et je ne vois pas de réponse approchante, donc je vais vous donner la réponse. Une tranche de la centrale de Cattenom produit l'équivalent d'1 million d'euros d'électricité par jour. Et du fait des contraintes réglementaires et des interventions prévues tous les ans, cette tranche est arrêtée environ 40 jours par an. Donc il y a un enjeu annuel sur cette thématique de maintenance de 40 millions d'euros par tranche, sachant que la centrale de Cattenom est composée de 4 tranches indépendantes. Il s'agit d'un exemple illustratif. Dans d'autres secteurs, on peut imaginer d'autres types d'enjeux. Vous en voyez deux autres, une usine d'aluminium comme celle qui se trouve à Dunkerque ou une raffinerie comme celle de Normandie. Cela peut s'appliquer à d'autres exemples également. Si vous avez une opération de maintenance ou de refurbishment sur un bateau, l'immobilisation du bateau peut vous coûter de l'ordre de dizaines de milliers d'euros jusqu'à la centaine de milliers d'euros par jour en fonction de la taille du bateau. Donc les enjeux financiers pour les secteurs où l'immobilisation de capital est un élément clé dans la structure de coût peut représenter des enjeux importants pour le client et la question de l'accélération et de la limitation de ces pertes devient un enjeu central pour les exploitants. Les opérations de maintenance sont de nature aléatoire. Les grandes opérations de maintenance sur les grandes installations nécessitent un très grand nombre d'intervenants qui peuvent faire partie d'une seule société qui réalise l'ensemble des travaux ou encore de plusieurs prestataires travaillant en même temps sur le même chantier. Il y a différentes contraintes qui génèrent des aléas forts sur ce type de chantier. Vous avez des contraintes d'espace, d'accès, de météo, la nature aléatoire des pannes intervenues entre-temps. Vous ne savez pas dans quel état précis se trouve l'équipement sur lequel vous allez intervenir. Le moindre aléa en début de chantier du fait des impératifs de durée peut en générer d'autres en voulant accélérer les étapes qui viennent après. Vous pouvez avoir des problématiques logistiques, vous avez des moyens de manutention qui sont partagés entre différentes opérations, qui ne sont pas fiables à 100%, vous pouvez avoir une panne sur un moyen de manutention, et la problématique de co-traitance entre les différents prestataires qui interviennent. Il y a un enchaînement logique entre les tâches réalisées par différents prestataires. L'ensemble de ces contraintes et de ces complexités sur ces interventions génère des aléas forts et rend l'optimisation de ce type de chantier plus complexe qu'un processus classique. Et à cela vient se rajouter la composante humaine de ces opérations de maintenance. C'est une opération essentiellement faite par des hommes sur le terrain. Et il s'agit des opérations qui ne sont pas forcément répétitives. Donc l'erreur humaine fait partie de l'équation également et rajoute des niveaux d'incertitude sur ce type d'opération. J'ai une question. Il y a aussi et surtout l'impact réglementaire. Non. Effectivement, il y a des contraintes réglementaires de type inspection, contrôle qualité. Nous allons en reparler dans le cas pratique que nous allons revoir ensemble. Nous allons voyager dans une centrale nucléaire. Effectivement, il y a des points d'arrêt et de notification réglementaires.
Maintenant qu'on voit bien l'enjeu financier et technique lié à ces opérations de maintenance, je vous propose de revivre un projet récent que nous avons mené l'année dernière pour vous donner un exemple pratique de la méthodologie, des outils déployés et des difficultés rencontrées. Et accessoirement, on va parler du résultat du projet également. Nous allons voyager à Cattenom, dans la Moselle. La plupart d'entre vous le savent certainement. Il y a une centrale nucléaire qui est basée à Cattenom. Un arrêt de tranche de 52 jours est prévu sur la tranche 3 de cette centrale. Il y a plusieurs opérations de maintenance qui sont prévues. Et l'opération de retubage des modules condenseurs qui est effectuée par Eiffage Métal se trouve sur le chemin critique de cet arrêt de tranche. Et le dépassement de cette opération est estimé à hauteur de 6 jours par rapport aux autres opérations. Donc il y a un enjeu de réduction de la durée d'arrêt de tranche de 6 jours pour la centrale de Cattenom. Donc EDF approche Eiffage Métal, partage ce constat avec Eiffage Métal et lui demande, dans le cadre d'un partenariat de productivité, de trouver des solutions pour raccourcir cet arrêt de tranche, moyennant des leviers d'optimisation, de personnel supplémentaire ou de nouvelles techniques de réalisation des tâches. En quoi consiste une opération de retubage? C'est les 2 minutes techniques de ce webinaire. Je vous promets, je ne serai pas très long. Un module condenseur, c'est un objet très volumineux qui est composé de plaques tubulaires à l'entrée et à la sortie, avec des dizaines de milliers de tubes qui relient ces deux plaques et qui sont tenus par des plaques intermédiaires. En quoi consiste l'opération de maintenance? Il faut démonter les accessoires sur ce module-là pour y accéder, retirer les tubes existants, nettoyer l'intérieur du module, remettre des tubes neufs à l'intérieur et assurer l'étanchéité moyennant la soudure des tubes sur les plaques, remonter les accessoires et faire des tests d'étanchéité de fonctionnement. Pour vous donner une idée du contexte de ce chantier et de sa complexité, il s'agit de travaux en 3 postes et en 6 jours sur 7, et je reviens sur la remarque qui était faite notamment sur les contraintes réglementaires. Vous n'avez pas le droit de travailler le dimanche. C'est la raison pour laquelle les travaux se font en 6 jours sur 7. Cette opération va avoir lieu sur 3 modules en parallèle. Vous avez environ 200 personnes qui participent chaque jour aux travaux sur les 3 modules. Les moyens de manutention ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la centrale et ils sont partagés avec d'autres sous-traitants qui sont en train de réaliser d'autres opérations de maintenance. Donc vous n'avez pas la main sur tout. Et encore une fois, pour en revenir sur l'aspect réglementaire, vous avez des points d'inspection réguliers par le client et par les autorités pour s'assurer de l'avancement et de la qualité des opérations. Vous avez un planning très détaillé de plus de 150 tâches pour réaliser cette opération, avec les aléas liés aux origines que j'ai citées précédemment. Donc, voilà le travail à faire. Ensuite, quelle est la démarche à adopter pour identifier et mettre en place les idées d'accélération de ce type d'opération? La première étape, la plus classique de toute démarche d'optimisation, construire un référentiel partagé, objectif et clair. Je vais revenir dans un instant sur comment le faire, mais c'est la base de toute démarche d'optimisation. Il faut connaître le point de départ et les hypothèses de chiffrage derrière. Cela nous permet principalement d'orienter cette phase de recherche d'optimisation, de voir où sont les enjeux pour raccourcir le délai de chantier. Ensuite vient cette deuxième phase d'optimisation où on va chercher des leviers à la fois techniques
organisationnelles, même côté spécification du client final. On les partage avec le client final. Il y en a certaines qui seront validées, il y en a certaines qui font sens technico-économiquement parlant. Et en compilant les idées retenues, on construit une version optimisée du chantier. Ensuite, et en partie en parallèle de cette deuxième phase, il y a une analyse de risque à mener pour mesurer de façon quantitative quel est le niveau d'incertitude sur le chantier et trouver des mesures correctrices pour annuler les risques. Et ensuite, une fois toutes ces mesures identifiées, il s'agit de suivre la mise en place et la préparation pour le bon déroulement du chantier avant et surtout pendant le chantier. Je vais rentrer un peu dans le détail de chacune des étapes, si vous n'avez pas de questions. Je vous invite à poser vos questions maintenant. Il y a un petit temps de latence. Si j'y réponds dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Première étape de l'opération, comme je l'ai dit, construire un référentiel clair et partagé par tout le monde. Quel est l'outil le plus adapté pour cet exercice? Un outil classique connu d'un très grand nombre parmi vous, la VSM, la Value Stream Mapping. En quoi ça consiste? Il s'agit de construire une cartographie de processus en caractérisant chaque étape de ce chantier et en illustrant les relations logiques de séquencement qu'il y a entre ces différentes étapes. C'est ce que vous voyez en bas de la planche. Vous avez en petit le séquencement des étapes de chantier. Et si vous faites un zoom sur une étape, vous avez la logique de construction. Donc voilà l'outil. Quelle est la méthodologie? Si vous vous positionnez dans une démarche d'optimisation, il serait plus logique de partir de la fin pour construire cette VSM avec une logique client-fournisseur. Vous démarrez en vous disant la dernière étape du chantier, je dois réaliser cette opération. De quoi ai-je besoin pour démarrer cette étape? Et vous définissez l'étape qui vient juste avant. Il s'agit d'une démarche qui est moins intuitive que dans l'autre sens, en partant du début, plus challenging, mais plus productive. En quoi cette démarche est plus productive? Parce que ça vous force à naturellement exclure tout ce qui n'a pas de valeur. Alors que dans une démarche plus classique, vous raisonnez en séquencement chronologique et pas forcément par la valeur, parce que vous ne voyez pas ce qui vient après. Donc, dans un premier temps, on construit la cartographie et ensuite on vient caractériser chacune des étapes en disant quels sont les moyens requis, quelles sont les hypothèses de chiffrage. On peut commencer à introduire des notions de risque pour faciliter le travail de recherche d'optimisation dans l'étape qui vient. Une fois que cet exercice est terminé, vous avez le référentiel clair, un document qui consolide toutes les informations clés et qui vous sert vraiment de référentiel pour tous les travaux à venir. Et je tiens à mettre l'accent sur l'implication des personnes opérationnelles dans cette phase, parce que, encore une fois, comme on a une composante humaine très importante sur ce type de chantier, il est essentiel que tout soit partagé, au moins avec le conducteur de travaux qui est en charge de la mise en place de ces leviers d'accélération. J'ai une question de Thomas, que je remercie. C'est pas plus difficile de partir de la fin et revenir en arrière. C'est ce que je disais. Je remercie, la question est pertinente. Il s'agit d'une démarche qui est moins intuitive et au début plus difficile. Sur les premières étapes, on y passe un peu plus de temps. Mais au bout de 3-4 étapes et avec une animation adaptée, on s'y fait rapidement et on en voit l'intérêt assez rapidement aussi lors de la séance. J'ai une deuxième
Question, comment construire une VSM avec la notion de risque? C'est difficile car personne ne la connaît. Je vous remercie encore une fois pour la question pertinente. La démarche la plus simple, ce serait de faire ça en 2 étapes et d'introduire la notion de risque dans un second temps et de façon ciblée. Si vous avez une opération dont la durée est très limitée, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le niveau de risque. Comment renseigner la notion de risque? Il s'agit d'un ordre de grandeur qui peut se baser sur des expériences passées sur ce type de chantier, de la connaissance technique des experts, et encore une fois, d'où l'importance de l'implication des opérationnels sur ce type de chantier, ou de l'expertise externe qui peut venir du client, qui a plus de retours d'expérience sur ce type de chantier. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions sur cette première étape, je vous propose de passer à la deuxième. C'est là où on rentre dans le détail technique du chantier. On va aller activer différents types de leviers, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire 2 choses. La première, réfléchir à comment réaliser chacune des tâches de cette opération de maintenance de façon plus rapide. Encore une fois, le maître mot, c'est la rapidité. Donc, notre indicateur de performance, c'est la durée d'une tâche. Donc, des leviers techniques, des leviers organisationnels, des moyens supplémentaires, des contraintes qu'on peut relâcher avec le client final pour réaliser chacune des tâches de façon plus rapide. Ou encore, de l'autre côté, avoir une réflexion plus macroscopique sur le déroulement du chantier, en inversant l'ordre de réalisation de certaines étapes, en mettant en parallèle plusieurs activités et revoir l'organisation globale, avoir une approche macroscopique qui vous permet de gagner sur le délai global du chantier sans forcément accélérer quelques tâches que ce soit. Pour en dire 2 mots sur les résultats obtenus sur ce projet, nous avons construit un portefeuille de potentiel d'accélération à hauteur de 4 jours sans investissement supplémentaire, juste en revoyant la logique du déroulement de chantier, et un potentiel supplémentaire de 6 jours qui va au-delà des attentes du client, avec à peu près 1 million d'euros d'investissement. Pour ceux qui se souviennent de l'enjeu du chantier. L'enjeu du chantier s'est élevé à 6 millions d'euros. Donc, financièrement, ça fait sens d'aller chercher plus d'accélération pour assurer les 6 jours. J'ai une autre question concernant les chiffres que vous voyez sur les slides. Pourquoi 6 postes en micro et 9 postes en macro? Ça ne devrait pas être le contraire. Intuitivement, on a tendance à penser que ça serait l'inverse. Je vous remercie pour la question. Effectivement, les exemples que vous voyez sur l'optimisation macroscopique, ça nous a permis de nous passer d'une étape qui n'était pas très longue, donc 2 jours de gain, 6 postes de gain et 2 jours. Et l'exemple que vous voyez sur l'accélération microscopique porte sur l'étape la plus longue du chantier. Donc un raccourcissement de l'ordre de 20%, mais sur une étape qui est plus longue. Mais cette étape-là ne peut pas être supprimée ou organisée différemment. Si vous n'avez pas d'autres questions, je passe à la partie analyse de risque. C'est une étape qui peut être oubliée dans certaines démarches d'optimisation et elle est d'autant plus pertinente sur ce type d'opération du fait des aléas que j'ai évoqués. Avoir un planning nominal sur ce type d'opération est un indicateur nécessaire mais pas suffisant du fait du grand nombre d'aléas qui peuvent survenir lors d'un chantier de maintenance. Comment on quantifie cette notion de risque? Encore une fois, une approche classique qui est connue dans d'autres contextes, l'approche IMDEC
qui consiste à identifier les risques, évaluer leur probabilité d'occurrence et leurs impacts, en faire un scoring par risque et traiter les risques prioritaires. Qu'est-ce que j'entends par traiter les risques prioritaires? Dans un premier temps, construire des plans de mitigation, prendre des mesures pour diminuer la probabilité d'occurrence d'un risque identifié ou encore en minimiser l'impact sur le délai de chantier. Malgré cette approche, le zéro risque n'existe pas. Sur ce type d'opération, vous pouvez avoir des risques à très faible probabilité et à très fort impact, dont la probabilité sera jamais nulle, et qui risquent de survenir. Et encore une fois, compte tenu des enjeux économiques, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pour ce type de risque, malgré les plans de mitigation, il est nécessaire de construire ce qu'on appelle un plan d'urgence. Quand on voit le risque à fort impact arriver sur le chantier et qu'on arrive à l'anticiper, il est important d'avoir prévu des mesures qui peuvent être prises pendant le chantier en activant ce qui a été préparé avant. Par exemple, j'ai une opération qui dépend de l'état de ma machine. Au bout de 2 jours de chantier, je me rends compte que la machine est dans un état nettement inférieur à ce qui était prévu. Quel peut être mon plan d'urgence? J'ai réservé un certain nombre de personnes qui peuvent intervenir pour rectifier ça en parallèle de mes autres opérations. Ces personnes-là n'interviendraient jamais si l'état de la machine était au niveau prévu. Donc, à l'issue de cet IMDEC, vous quantifiez les risques. L'approche adoptée, c'était d'avoir un scénario pessimiste, un scénario optimiste, un scénario nominal, en y associant une durée pour chacun des scénarios et une notion de probabilité. Ensuite, grâce à un outil de simulation statistique simple qui est fait sous Excel, vous simulez sur sur un millier de simulations la durée de votre chantier en fonction des aléas intrinsèques et vous construisez une distribution de probabilité sur la durée totale de votre opération de maintenance et ça vous donne un indice de confiance sur la durée. C'est le petit tableau de chiffres que vous voyez au milieu. Vous pouvez définir votre niveau de confiance. Je veux m'assurer d'avoir 99% de chances d'avoir terminé mon chantier pour tel délai, ou encore 90% me suffisent, etc. Ensuite vient la quatrième étape et l'étape clé qui nous permet de mettre en place les leviers identifiés et aller chercher l'enjeu financier qu'on n'a pas oublié, qui était de 6 millions d'euros. Le suivi et le management visuel avant et pendant le chantier. Quand vous identifiez des leviers d'optimisation, ça nécessite de changer certaines façons de faire et cela se prépare. Si vous avez besoin de moyens supplémentaires, vous définissez l'achat, les tests nécessaires sur ce type d'opération, des essais qui vous permettent de valider les enjeux que vous avez identifiés, la formation du personnel, etc. Donc tout cela se prépare, il y a un plan d'action qui est suivi par des outils de management visuel, mais ce n'est pas l'exemple que vous voyez au milieu. Ça peut se faire de façon informatique et centralisée par un chef de projet. Ensuite vient la deuxième étape, pardon, qui pour ma part est la plus importante des deux, c'est le suivi pendant le chantier. Comme je l'ai décrit au début, un chantier de cette envergure peut vite ressembler au désordre qu'on peut imaginer. Vous avez 200 personnes, il y a énormément de problèmes qui peuvent survenir et des aléas. Donc il s'agit d'avoir un endroit physique, un outil simple et accessible à tous pour partager les informations clés pendant le chantier. Vous travaillez en 3 postes. Tout le monde ne se voit pas.
le partage d'informations ne se fait pas naturellement. Donc là, vous voyez l'exemple d'outils de management visuel installés dans le bureau du conducteur de travaux, qui est le QG du chantier, où tout le monde peut venir consulter les informations clés du poste, des difficultés rencontrées par l'équipe précédente, donner des consignes à l'équipe d'après. Tout le monde peut consulter ces informations, mais par contre, quand vous avez encore une fois 200 personnes sur le chantier, vous ne pouvez pas donner le droit de modifier cet outil à 200 personnes. Il s'agit d'un nombre de personnes restreint, notamment les chefs d'équipe qui peuvent y poser des informations nécessaires. J'insiste encore une fois sur l'importance de la facilité de ces échanges d'informations. Chaque seconde gagnée dans l'échange d'informations peut s'avérer cruciale dans la réussite de ce type de chantier. Si tout a été clair jusque-là et que vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer à la synthèse rapide de ce chantier et à la session de questions-réponses par la suite. Donc, en synthèse, nous avons vu 5 leviers. Première étape, construire un référentiel clair et partagé dans une logique client-fournisseur. Deuxième étape, chercher des leviers techniques, organisationnels et spécifications à 2 niveaux, microscopiques et macroscopiques, pour l'optimisation du processus. Et tout cela drivé par l'indicateur principal qui est la durée du chantier. Effectuer une analyse de risque quantitative et identifier des mesures de mitigation et d'urgence. Anticiper tout ce qui peut être sorti de la période du chantier, la préparation du matériel, la formation du personnel et les essais au préalable. Et ensuite, déployer les outils de management visuel de façon à fluidifier le déroulement du chantier pendant les travaux. Nous voilà à la fin de la présentation du cas pratique. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser maintenant et on va prendre 10 minutes pour y répondre. Et je les vois arriver déjà. J'ai une question. Difficile de maintenir ce type de tableau propre. Autre solution que des post-it. Effectivement, il faut renouveler le tableau. Ce que vous avez vu sur l'exemple n'est pas voué à rester pendant 50 jours. Le support, il faut le changer. Par contre, un outil informatique et digital n'est pas forcément l'outil le plus adapté à ce type d'application. Parce qu'encore une fois, il faut imaginer les personnes qui ont accès. Vous avez un chef d'équipe, vous avez un opérateur qui a besoin d'une information, qui n'a pas forcément son PC ou son smartphone qui a un écran suffisamment grand. Donc, il a besoin de ce type. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour maintenir un niveau de propreté satisfaisant, il faut restreindre l'accès. Tout le monde peut consulter le tableau, mais pas forcément le modifier. J'ai une deuxième question sur le même sujet, management visuel, des exemples MS Project, Trello. MS Project, je vous remercie pour la question, ça rejoint un peu la thématique que je viens d'évoquer. MS Project est un outil très puissant pour le pilotage d'un chantier, mais plutôt depuis un bureau. Et encore une fois, sur un chantier de cette nature, le temps d'expliquer comment fonctionne un MS Project aux opérateurs de chantier, on aura perdu plus de temps. Là où MS Project ou Trello peut être puissant, c'est dans la phase de suivi de préparation. Quand vous avez le chef de chantier ou le conducteur de travaux qui mesure l'avancement des travaux de préparation de façon centralisée, vous n'avez pas forcément un très grand nombre d'intervenants. Vous pouvez utiliser ce type d'outil pour cette partie-là.
J'ai oublié d'ailleurs de mentionner un autre type d'outil qui est encore plus visuel, que nous avons l'habitude d'utiliser sur différents types de chantiers, qui est la solution iObea, que certains parmi vous connaissent certainement. MS Project est moins visuel que Trello, et iObea est encore plus visuel que Trello. Je vous invite à aller voir sur le site de iObea, I-O-B-E-Y-A, pour découvrir à quoi ressemble cet outil et quelles sont les valeurs ajoutées apportées par cet outil. Je ne vois pas d'autres questions apparaître. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Le replay et le document de support vous seront envoyés début de semaine prochaine. Si vous avez des idées de thématiques pour nos prochains webinaires, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse mail qui vient d'apparaître dans l'onglet de chat. Et si vous avez des questions supplémentaires sur cette thématique, je vous invite à me les envoyer sur mon adresse personnelle également. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous invite à consulter notre page LinkedIn pour voir les prochains webinaires dans les semaines à venir. Merci à tous et bonne journée.